Les maîtres du suspense dans toutes ses formes, d'Alfred Hitchcock à Stephen King, vous le diront volontiers. Rien de tel qu'un mystère pour capter l'attention des gens et les impliquer dans une histoire. L'inconnu, après tout, a le don de fasciner, et autour de celui-ci peut se créer de nombreux ressorts qui rendront votre récit haletant. Néanmoins, il est tout aussi utile qu'il est compliqué à mettre en place correctement. Souvent, on ne parvient pas à construire l'attention nécessaire, et lorsque c'est le cas, on souffre de lui donner une conclusion satisfaisante. Pourtant, on le sait, c'est l'élément qui élèverait encore la qualité de notre roman. Il faut qu'on apprenne à maîtriser cette capacité à tenir en haleine le lecteur. Si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez y remédier, vous êtes au bon endroit, car nous allons aujourd'hui aborder la question du suspense et essayer de voir comment il se construit et sur quoi il repose. En accompagnement à cette vidéo, je vous encourage à télécharger la fiche synthétique que nous avons réalisée sur la même thématique. Le lien est comme d'habitude sous la vidéo. Si vous souhaitez comprendre comment créer du suspense dans un roman ou dans toute œuvre de fiction, vous devez d'abord comprendre ce qu'est le suspense, aussi simplement que ça. Nous allons donc commencer cette vidéo par une question qui est essentielle. Qu'est-ce qu'est et n'est pas le suspense? Essayons tout d'abord de définir ce qu'est le suspense, car pour mieux employer quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Commençons par dire que le suspense n'est pas un procédé limité à une poignée de genres littéraires. Contrairement à ce que certains pourraient penser, à tort, il peut être utilisé dans l'entièreté des genres, et non pas seulement dans les polars et autres livres policiers. J'irais même jusqu'à dire qu'il est quasiment essentiel à l'écriture d'une bonne histoire, car c'est lui qui va amener le lecteur à tourner une page en plus, en créant en lui des doutes, des attentes, ainsi que du contentement. Que le livre entier se repose sur le procédé, qu'il en persème modérément le récit, selon les besoins, il peut accrocher le lecteur, si bien géré. Mais il peut aussi le frustrer, s'il est mal géré. Une autre erreur assez commune et qui mine le déroulement d'une bonne narration, c'est de confondre le suspense et la surprise, qui sont deux stratégies relativement opposées. La surprise est une émotion de courte durée, survenant suite à un événement ou une nouvelle inattendue. Le suspense, pour sa part, est un mécanisme qui se développe sur la longueur et qui doit générer chez le lecteur une émotion forte, généralement de l'angoisse, de la peur, de la tristesse. Pour souligner cette différence qui peut de prime abord paraître un peu ténue, prenons un célèbre exemple donné par l'illustre maître du suspense Hitchcock. Imaginez deux personnages attablés, qui mènent une discussion tout ce qu'il y a de plus normal. Rien de particulièrement intéressant ne se produit. Si une bombe explosait subitement, vous seriez surpris car on est passé d'une scène banale à quelque chose d'inattendu, d'extraordinaire pour lequel vous n'étiez pas préparé. Il n'y avait aucun indice, ou presque, qui aurait pu vous mener à comprendre ce qui allait se passer dans l'histoire. C'est donc un élément de surprise et non pas de suspense. Imaginez maintenant ces mêmes personnages attablés et menant la même conversation, mais maintenant, vous savez qu'une bombe se trouve sous la table et qu'elle explosera sous peu. Vous voulez savoir comment va s'achever la scène, comment les personnages vont réussir à s'en sortir, s'ils s'en sortent. C'est là du suspense, car l'auteur a intégré les bons éléments pour que vous soyez à la fois dans la confidence et l'ignorance, pour que vous vouliez saisir quelque chose qui vous échappe encore. À noter que la surprise peut être un élément préparant ou achevant le processus du suspense, que ce soit via un twist surprenant, un indice discret et intelligent, et ainsi de suite. Cela dit, il vaut mieux que ledit processus ne soit pas entièrement construit sur des retournements. S'il est tout à fait envisageable qu'il rythme votre récit, une surabondance risquerait de frustrer le lecteur, qui ne saurait plus sur quel pied danser et qui ne parviendrait plus à croire rien qui ne soit dit dans l'histoire. Maintenant que vous avez saisi l'écart entre suspense et surprise, nous pouvons aborder la question des différents types de suspense, car évidemment, il n'y a pas qu'un seul genre de suspense qui peut être écrit. On peut construire le suspense à partir de plusieurs promesses, tout aussi efficaces pour peu que vous construisiez efficacement le récit autour. Vous pouvez faire se répéter des événements insolites à plusieurs reprises avec, à chaque fois, de petites modifications qui viendront justifier l'étonnement et l'effroi du personnage les constatant, car sans ces fameuses modifications, le lecteur pourrait se dire que les concernés sont bêtes, ou bien qu'ils sont imperméables à l'histoire qui se déroule pourtant avec eux. Après tout, l'outil du suspense repose sur l'idée de sidérer, voire même de duper le lecteur pour qu'il ressente des émotions fortes.
Mais les personnages doivent également être affectés en profondeur. Dites-vous que, dans cette situation, des personnages réalistes ressentiraient peu ou prou les mêmes émotions que ceux qui lisent l'histoire. Un exemple pour illustrer cette méthode pourrait être: on sonne à la porte du personnage à midi. Il ouvre et ne trouve qu'un ours en peluche déchiré sur le pas de sa porte. Le soir, à minuit, on sonne à nouveau, et il trouve cette fois-ci une rose sanguinolente, et ainsi de suite. Attention, gardez à l'esprit que cela ne veut cependant pas dire qu'ils sont incapables d'apprendre des choses sur ce qui se passe, et de déjouer la cause du mystère qui les poursuit. Au contraire, s'ils peuvent être assez logiquement dépassés à certains stades de l'histoire, cela ne signifie pas automatiquement qu'ils sont tout à fait démunis, et qu'ils ne peuvent pas s'adapter, tant que le cheminement qu'ils suivent est vraisemblable. Autre possibilité pour bâtir du suspense, vous pouvez introduire dans votre récit une promesse inhabituelle, qui ne correspond pas aux normes ou aux règles qui régissent la logique de l'univers que vous avez façonné. Un exemple pour illustrer cela. Imaginons qu'en été, sur une route de randonnée étroite, le personnage voit un homme vêtu tout de noir, recroquevillé en plein milieu du chemin, avec, dans sa main, un collier d'allure précieuse. Cela fait assez peur, c'est étonnant, cela crée du suspense, on se demande que fait ce personnage, cet homme tout de noir vêtu, sur cette route. J'insiste sur le fait que le contexte est essentiel pour que cette méthode fonctionne, car si vous placez votre histoire dans un univers fantastique, ou dans notre monde mais à une époque différente, dans le passé ou le futur, ou même tout simplement à notre époque, mais dans un pays autre que celui dans lequel vous publierez votre livre, il va sans dire que ce qui est normal et ce qui ne l'est pas sera très différent. Cela impactera fortement votre façon de construire le suspense. Par exemple, voir un lézard humanoïde doté de la parole dans une histoire ancrée dans l'Espagne du XVIIe siècle serait inattendu et pourrait servir de terreau pour développer un bon mystère. Comment ça se fait? D'où vient-il? Est-il dangereux? Mais dans une histoire ancrée dans un monde fantastique, cela le serait possiblement beaucoup moins. Ce point sous-tend également qu'il vous faudra développer intelligiblement et efficacement l'univers de votre livre pour convoquer ce type de suspense, afin que les lecteurs puissent faire la distinction entre éléments normal et éléments anormal. Dernière manière de développer du suspense, vous pouvez amener une révélation sur un élément que le personnage, et le lecteur le plus souvent, pensait connaître, sur lequel aucune suspicion ne planait auparavant. On peut ainsi imaginer que chez un ami proche, en ouvrant un tiroir à la recherche de médicaments, le personnage de votre histoire tombe sur une flopée de photos de deux. Il se mettra alors à les observer, attendri initialement, avant de tomber sur des photos de lui prises à l'improviste, dont certaines intimes. Il n'a jamais eu connaissance de ces photos, inquiétantes. Son ami ne lui en a jamais parlé, et d'ailleurs il ne sait pas comment il a pu se les procurer. Voilà un bon facteur de suspense. Le personnage est interloqué, et selon que ce soit une surprise ou pas pour le lecteur, il le sera aussi, ou pourrait être, angoissé, énervé, ainsi de suite. Une fois n'est pas coutume, pour que cela marche, il va vous falloir abattre un peu de travail. Vous devrez ici bien caractériser, bien présenter dans les détails l'élément ou la personne qui sera touchée par ce revirement. Il s'agit que l'image que se constituait initialement le lecteur explose, qu'elle soit retournée, ou au moins défiée. Et pour cela, il faut évidemment qu'elle existe clairement dans son esprit. Voilà, vous connaissez maintenant les points de base qui définissent le suspense. Il est donc temps de s'attaquer à ce qui cimente son succès. Il y a plusieurs rouages propres au suspense qu'il est important de connaître pour le construire le plus efficacement possible. Et plus précisément, il y a 3 constituantes essentielles que vous devez absolument connaître. Le suspense, pour qu'il ne s'effondre pas en cours de route et convaincre celui qui lit, doit nécessairement se construire sur une triade d'éléments. Le mystère, le conflit ou obstacle, et l'enjeu. Le mystère est le catalyseur du suspense, puisqu'il amène là où les questions que le lecteur et bien souvent le personnage vont se poser. Il nourrit les enjeux et les conflits en les rendant incertains, et généralement sa résolution constitue au cours de la narration le but final du personnage. Prenons un exemple. Quelqu'un a volé la mallette remplie d'argent que conservait le personnage. Mystère. Qui est cette personne? Comment a-t-elle fait pour dérober la valise puisque la caisse était fermée? Cette personne va-t-elle s'en prendre au personnage? Et ainsi de suite. Il convient de préciser, au cas où,
que, évidemment, vous pouvez intégrer plusieurs mystères à votre histoire, et non pas seulement un seul et unique. L'obstacle, ou le conflit, ralentit le personnage dans sa quête de réponse, en le mettant dans une position de difficulté à laquelle il devra se dépêtrer, tout en contribuant à créer de la tension et de la curiosité chez le lecteur qui s'inquiétera des chances de réussite du dit personnage, qui se demandera comment elle pourra s'en sortir, etc. Ainsi, ils vont rehausser l'importance, la gravité de l'enjeu, et empêcher que le personnage ou le lecteur ne résolve le mystère trop rapidement, permettant donc à l'histoire de gagner en ampleur. Si l'on reprend la promesse introduite dans la section de mystère, imaginons que le lecteur ait trouvé un suspect que tout semble confondre dans son affaire de vol de mallette. Le conflit pourrait découler du fait que celui-ci s'avère finalement avoir un alibi en béton, que celui-ci se fasse tuer avant que le personnage n'ait eu le temps d'obtenir de lui des informations sur le vol ou l'emplacement de la mallette. Enfin, l'enjeu est la raison pour laquelle il est crucial que le personnage résolve le mystère. C'est ce qui l'encourage à redoubler d'efforts pour comprendre. Il donne aussi de la profondeur et plus d'importance aux conflits et obstacles. Toujours dans le contexte installé avant, si la mallette devait être délivrée à un gang de mafieux, et que ceux-ci attenteront à la vie du personnage s'ils ne l'ont pas dans 2 jours. On comprend mieux pourquoi il prendrait tous les risques pour la trouver. Idéalement, à moins de vouloir verser dans l'absurde, il faut que celui-ci soit d'envergure égale à la quête réalisée par le personnage, pour que le tout apparaisse crédible, et aussi divertissant, aux yeux du lecteur. Car si le personnage a simplement perdu ses écouteurs, tout ce qu'il y a de plus banal et sans plus de raison pour les retrouver, il serait assez improbable et bizarre qu'il traverse le pays pour les récupérer. Et à l'inverse, on ne comprendrait pas qu'un personnage qui a l'avenir du monde entre ses mains ne se décarcasse pas pour le sauver, sauf raison, là encore. Donc, comme vous en êtes très certainement rendu compte au cours des explications, les 3 éléments de la triade se répondent et se nourrissent mutuellement, raison pour laquelle en négliger un rendrait caduques tous les efforts investis dans les autres. Si le personnage doit trouver un artefact perdu, mais qu'il y parvient les doigts dans le nez, sans que rien ne l'arrête, ça ne sera pas intéressant à suivre pour le lecteur, qui risque de lâcher l'affaire avant la résolution. Si le personnage affronte des adversaires très dangereux, risquant sa vie, sans que jamais aucune cause ne soit invoquée, le lecteur, là, ne sera pas autant impliqué émotionnellement qu'il ne pourrait l'être, et ne comprendra pas le personnage. Enfin, s'il ne se passe absolument rien d'anormal, de menaçant ou d'insolite dans la vie du personnage, impossible de montrer des conflits qui permettront de fouiller ce dernier, et qui amèneront le lecteur à s'attacher. Ce sont donc vraiment des noyaux centraux à la construction de votre suspense. Il est maintenant temps de s'attaquer à la question de ce qui peut être soumis au suspense. D'un point de vue du sujet, tout peut être prétexte à suspense, tant que les ficelles susmentionnées sont bien mises en place et développées. Vous pouvez formuler les mystères qui avanceront celui-ci sous forme de questions, pour plus facilement les visualiser et comprendre ce qu'ils supposent d'enjeux, de développement, de non-dits. On a donc le suspense à base de qui? Ou ce qui l'alimente, c'est une personne, un être animé. Par exemple, qui a envoyé ce message au personnage? Qui connaît le secret du personnage? Etc. Existe aussi le suspense à base de quoi? Cette fois-ci, c'est un objet qui va poser question. Exemple, qu'est-ce que le tueur a utilisé pour assassiner la victime? À quoi sert l'orbe qu'a récupéré le héros? Etc. Vient aussi le suspense à base de quand, où l'on s'interroge sur une temporalité. Exemple, toujours, quand est-ce que le personnage va révéler son béguin? Quand est-ce que l'armée impériale va attaquer? Etc. Aussi, nous pouvons citer le suspense à base de où cette fois-ci, c'est un lieu qui va poser question. Par exemple, où est-ce que le trésor est caché? Où est-ce que se trouve le tueur à l'heure actuelle? Ensuite, le suspense à base de pourquoi voit les motivations servir de moteur au mystère. Des exemples, pourquoi le meilleur ami du protagoniste l'a trahi? Pourquoi le bateau n'était pas amarré ce soir-là? Et ainsi de suite. Finalement, la question du comment va questionner une action et ou un déroulé. Exemple toujours, comment l'antagoniste s'est introduit dans la chambre forte, comment le personnage va retrouver la trace de sa mère, etc. À savoir que le suspense peut s'inscrire dans toutes les temporalités. Ça veut donc dire que le cœur du suspense peut être un élément passé, par exemple, qui a volé le tableau du musée, un élément présent, exemple, comment déverrouiller la cellule, ou un élément futur, exemple, quand explosera la bombe.
Tous offriront une facilité dans le développement narratif d'objectifs différents cependant. Si c'est un élément du passé qui convoque le suspense, on s'attardera généralement sur la résolution du mystère au cours du récit. Si c'est un élément du présent, on s'attardera plutôt aisément sur l'action qui va venir répondre à ce mystère. Enfin, si c'est un élément du futur, on se demandera souvent qu'est-ce qui arrivera exactement. Le seul élément qui sera toujours commun aux trois champs temporels, le désir de compréhension du lecteur, puisqu'une grosse part de l'appréciation tirée du suspense repose dans ces zones d'ombre et leur résolution. Vous savez maintenant ce qu'il faut pour construire le suspense de A à Z. Mais si vous voulez avoir quelques conseils supplémentaires pour éviter les erreurs bêtes et exceller à balader votre lecteur, ne partez pas. La suite de la vidéo est faite pour vous. Nous allons donc aborder maintenant des conseils qui vont vous aider à bien mettre en place votre suspense. En premier lieu, conseil qui vaut pour tout exercice d'écriture ou presque, privilégiez le principe du montrer plutôt que celui du dire. Le suspense repose en grande partie sur les ressentis du lecteur, qui doivent se tisser continuellement tout le long de l'œuvre. C'est un travail minutieux et de longue haleine de la part de l'auteur, qui doit être subtil pour ne pas trop orienter le lecteur, ni tuer dans l'œuf l'attention qu'il aura tenté de construire. Or, le problème du principe de dire le suspense, c'est que cela crée une tension, sûrement, mais que celle-ci est artificielle. Regardez l'exemple affiché en rouge pour que je puisse vous expliquer ce que j'entends par là. L'utilisation de l'adverbe crée un brusquement de surprise qui retombe comme un flanc, car rien ne l'a construit, ne l'a amené, et l'attention construite ne récompense pas le lecteur. Pourquoi? Car ce soudain, ça équivaudrait à ce que vous disiez au lecteur, là, tu dois avoir peur et être surpris. Donc, à ce que vous le forciez dans ses émotions, ce qui n'est pas très gratifiant pour ce dernier, et ce qui affaiblit la force de la scène sur la longueur. Au final, la surprise prime sur le suspense. Or, nous avons déjà établi que si l'on peut utiliser l'un pour construire l'autre, ils ne sont pas équivalents. Ne prenez pas ce que je dis comme une interdiction formelle d'utiliser adverbes et autres procédés linguistiques, toutefois. Vous pouvez toujours en faire l'usage si vous le souhaitez, il va sans dire, mais tentez de le faire avec parcimonie, et évitez-le dans les scènes clés, les scènes où le suspense doit être à son comble, car cela amoindrirait son effet sur le lecteur. Par ailleurs, dans la continuité de ce conseil, gardez-vous d'énoncer mot pour mot l'élément du suspense, que ce soit sous forme de questions, de pensées du personnage, de remarques du narrateur ou d'un autre personnage. Vous forceriez encore une fois le lecteur à quelque chose, ici à comprendre que quelque chose cloche, alors que c'est plutôt un point qu'il doit soulever de lui-même, de façon organique. Regardez comme la première version de l'exemple est moins stimulant pour le lecteur que la deuxième, car vous ne lui laissez aucune place pour la réflexion, ce qui est pourtant une constituante du suspense autant que pour le personnage que pour le lecteur. De plus, la première tournure est pataude et manque de fluidité. On sent vraiment que le récit se bloque pour vous faire passer un message plutôt que celui-ci ne vous soit transmis de concert avec le récit. Ce que supposent ces deux premiers points, vous l'aurez peut-être compris, c'est que vous ralentissiez le rythme de la narration. Attention, il ne s'agit pas là de trahir votre style. Vous n'avez pas à enchaîner des pages et des pages de description si ce n'est pas ainsi que vous concevez l'écriture. L'idée, c'est plutôt de permettre au récit de respirer un peu plus, en posant le cadre et en vous appesantisant sur les sensations et pensées du personnage, en décrivant plus qu'à l'accoutumée l'ambiance, l'environnement. Ce sont ces éléments-là, ce décalage avec le rythme habituel ainsi que toutes les informations recueillies qui, bout à bout, vont créer chez le lecteur un sentiment de tension, de doute, de peur. C'est ça, aussi, qui vont lui permettre d'entrer plus dans l'histoire et de sentir, et dans l'idéal, partager l'inconfort, l'incompréhension du personnage. C'est comme ça, en gros, que le suspense captera l'attention du lecteur et ne la relâchera, si tout va bien, plus. Autre point qui peut avoir très haut rythme, essayez de ne pas dévoiler toutes vos scènes clés, celles porteuses du mystère, d'un seul trait. Vous pouvez à la place révéler les éléments au fur et à mesure, en plusieurs étapes. Cela suscitera chez le lecteur l'envie d'en savoir plus, maintenant que vous avez commencé à lui donner quelques miettes. Il voudrait savoir le fin mot de l'histoire, et cela pourrait transformer votre livre en véritable page-turner. Faites juste bien attention de ne pas en abuser, comme toujours, et de garder dans votre sac ce tour pour les mystères vraiment importants et non pas pour les petits secrets sans trop d'importance. Cela casserait trop le rythme du lecteur pour
Au final, pas grand-chose. Il pourrait trouver ça lassant et confus. Pour mettre ceci en place, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez couper la scène en plein milieu au moment de la révélation d'un gros élément ou d'une chose cruciale pour l'intrigue, afin de créer ce qu'on appelle un cliffhanger. Une explosion peut séparer deux personnes en train de s'affronter. Un appel peut interrompre une conversation. Une tragédie sur le point d'arriver peut changer le cours d'une scène. Vous avez autant de choix qu'il existe de scénarios. Gardez juste bien à l'esprit. Si la coupure est extra-diégétique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lieu dans l'espace-temps de l'histoire mais dans celui du narrateur, qui peut se faire couper ou passer à autre chose car il est distrait, par exemple, vous devrez nécessairement en revenir à la scène coupée et donner des réponses au lecteur sous peine de laisser ce qui s'apparenterait à un oubli de votre part qui pourrait mettre à mal l'intégrité de l'histoire. Si la coupure est intradiégétique, l'action est purement et proprement finie. À moins qu'elle redémarre à la suite de l'interruption, il est quasi impossible qu'elle se déroule à nouveau à l'identique, lorsque le sujet du mystère sera à nouveau sur la table. Une chose plutôt efficace et qu'on peut une fois de plus potentiellement relier au rythme, c'est les questions de délai dans l'histoire. Pour rendre la quête du personnage plus complexe et rendre à la fois le personnage et le lecteur nerveux en ce qui concerne les chances de réussite de celle-ci, vous pouvez introduire des contraintes de temps. Si on sait que le personnage n'a qu'une semaine pour gagner les faveurs d'un autre, par exemple, toute action qu'il entreprendra nous paraîtra d'autant plus importante, et l'émotion ressentie à chaque victoire, mais aussi à chaque échec, sera décuplée. C'est comme si le personnage avait une épée de Damoclès sur la tête, et que le lecteur la voyait s'abattre sur ce dernier. C'est haletant. Ensuite, pour amplifier les enjeux et par conséquent rendre le suspense d'autant plus prenant, vous savez désormais que vous avez besoin de conflits, d'obstacles. Si vous avez eu l'occasion de regarder notre vidéo sur la construction des personnages ou d'en lire la fiche synthétique, vous savez aussi qu'un récit repose sur un danger, une menace, qu'elle soit physique, professionnelle, psychologique. Pour que tout cela ait du poids, il faut donc absolument que vous mettiez votre personnage dans de véritables situations d'inconfort, que cela soit au niveau physique ou mental. Cela rattrapera l'attention du lecteur si celle-ci s'échappait, la confirmera s'il se sentait toujours impliqué, et cela recentrera le suspense non plus sur la quête en elle-même, mais sur les aptitudes du personnage, sur ses capacités à dépasser ses faiblesses dans l'optique de poursuivre la quête. Ce changement d'angle gardera l'histoire fraîche. Mais n'oubliez pas, j'insiste, il faut que cela soit quelque chose de sérieux, qui perturbe vraiment en son sein le personnage, et non pas juste qui l'incommode quelque peu. Le personnage dépasserait trop vite le conflit sinon, et le lecteur pourrait avoir l'impression que son insertion était inutile, et donc que ça alourdissait le récit. Pour créer un conflit qui affecte sincèrement le personnage et le lecteur, basez-vous donc sur ses faiblesses, ses manquements, comme je l'ai déjà mentionné plus haut. Si vous avez correctement construit le personnage, vous savez les choses à même de le faire flancher, ce qu'il n'aime pas, ce qui lui manque. C'est à ce moment-là que vous pouvez employer ce savoir au meilleur de son potentiel. Isolez-le, confrontez-le à ses peurs, forcez-le à faire des dilemmes, retirez-lui quelque chose ou quelqu'un dont il a besoin, titillez ses vices. Les options sont nombreuses, tant qu'elles résonnent avec votre personnage. N'hésitez pas à jouer sur les points de vue pour cacher ou de voler des informations discrètement et de façon naturelle. Pensez-y, avec un point de vue externe, on voit les actions du personnage, mais on ne connaît pas ses pensées. Là où avec un point de vue interne, on est dans la tête de ce personnage, donc on sait ce qu'il pense et ressent, mais pas ce que pensent et ressentent les autres. Par exemple, jouer sur tout cela peut créer des synergies intéressantes. Enfin, le plus évident pour la fin, la ficelle à laquelle on pense le plus lorsqu'on aborde la question du suspense, c'est évidemment celle des fausses pistes, aussi appelées harengs rouges, qui, lorsque bien écrites, sont du meilleur effet car elles réalisent l'exploit de cacher la vérité recherchée pendant aussi longtemps que le souhaite l'auteur, souvent jusqu'à la toute fin, et d'offrir une immense surprise au lecteur qui voit ses certitudes chamboulées. Mais il peut être facile de se prendre les pieds dans le tapis et de transformer ce qui aurait dû être une révélation grandiose en un pétard mouillé. En effet, tout l'intérêt d'une fausse piste, c'est de renverser toutes les suppositions faites par le lecteur en lui montrant que son cheminement logique était erroné et que la vérité se trouvait sous ses yeux sans qu'il ne s'en rende compte, sans qu'il ne l'ait saisie. Vous ne pouvez donc pas refuser la solution qu'aura trouvée le lecteur en introduisant un indice crucial à la dernière minute, au cours de la révélation, soit en ne lui donnant pas toutes les cartes pour réussir à résoudre le mystère. Il ne faut pas que le lecteur ait l'impression qu'il n'avait aucune chance de réussir à comprendre ce qui se tramait dans l'intrigue, que ce n'est pas vraisemblable avec ce qu'il sait, car cela ne fera rien d'autre que l'énerver, et il catégorisera à coup sûr, ou presque, votre histoire comme une mauvaise histoire à suspense, car la récompense que devait constituer l'enquête qu'il a menée
et la révélation subséquente auront un goût amer. Toute la difficulté de construire une fausse piste, c'est de cacher les bons indices, la bonne piste, juste sous le nez du lecteur, sans qu'il ne s'en rende compte, et ensuite de détourner son intention vers la mauvaise piste. Pour essayer d'y parvenir, vous pouvez employer 2 principes littéraires. Le fusil de Tchekhov, qui veut que chaque élément cité, et un tant soit peu mémorable, doit avoir son importance dans l'histoire, et doit signifier quelque chose, amener à quelque chose. Ainsi, si vous vous appesantissez sur plusieurs détails d'une scène de crime, comme l'odeur de la pièce, le vase renversé et dont les fragments sont plantés dans les doigts de la victime, la chaussure éventrée à côté d'elle, les projections de sang sur 2 murs, ce sont autant de fusils de Tchekhov que vous pourrez employer pour cacher la vérité. Vous pouvez en mettre un plus en évidence que l'autre pour essayer de dissimuler l'élément qui ne doit pas être découvert. Expliquer des choses sur l'indice tout en laissant certains points cruciaux mais logiques à la déduction du lecteur, et ainsi de suite. Vous pouvez donc coupler cela avec des rasoirs d'Occam, dont le principe veut que, naturellement, l'être humain se tourne plus volontiers vers les réponses qui lui semblent les plus simples et les plus logiques, plutôt que de se lancer dans des raisonnements retors. Ainsi, vous pouvez sous-entendre une solution au mystère facile, qui apparaît totalement évidente pour cacher derrière la vérité. Non moins logique, mais plus tordue de prime abord. C'était là le dernier point que je voulais aborder avec vous. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour écrire de bonnes trames pleines de surprises et surtout de suspense maintenant.